bonsoir et bienvenue à ce 9e cycle de conférences de la Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent, transformé en temple du rock grâce à Eddie Slimane, le photographe couturier. Après avoir lancé le porté rock sur les podiums au début des années 2000, après avoir imaginé des costumes de scène pour Mick Jagger, entre autres, mais aussi pour des groupes comme les Daft Punk ou The Kills, expose pour la première fois les portraits qu'il a réalisés entre 2003 et 2014 de figures héroïques du rock et de leurs fans. Alors pour parler de la culture rock, il nous fallait le meilleur connaisseur de la chose. Alors pour éviter les lieux communs, je ne dirais pas que l'homme assis à ma gauche est une encyclopédie vivante du rock, non. Mais je peux me permettre de dire qu'il est le dictionnaire vivant du rock, puisqu'il est l'auteur principal de ce phénoménal nouveau dictionnaire du rock que voici. Alors merci d'avoir accepté notre invitation, M. Assayas. Je suis flatté. Alors à côté de ce dictionnaire que vous n'avez pas écrit seul, heureusement pour vous, oui, heureusement pour moi. Voilà, vous avez publié un livre de conversation avec le chanteur Bono du groupe U2, qui est traduit dans le monde entier. On vous doit d'autres ouvrages de référence sur la New Wave, sur John Lennon, sur les Beatles. C'est d'ailleurs grâce aux Beatles que le nouveau dictionnaire du rock a vu le jour, plutôt que le dictionnaire du rock a vu le jour avant le nouveau dictionnaire du rock. Alors vous êtes normalien, et vous êtes la preuve que les grandes écoles mènent à tout. Oui. Vous dédiez votre vie, voilà. Oui. Vous dédiez votre vie à vos deux passions, la littérature et le rock. Alors mécontent de ce qui se publiait dans les hebdos anglais, vous inondez journaux et magazines français de vos articles. De Libération, mais bien sûr que vous inondez, de Libération à Rock et Folk, de Télérama aux Rock, vous privilégiez toujours les courants du rock indépendant, minoritaire, ce qui se joue à la marge des grandes maisons de disques. Le mouvement punk n'a pas de secret pour vous. Alors vous réussissez même l'exploit de parler d'autre chose que du rock dans les journaux rock, vos chroniques étant conçues comme des fragments d'un journal intime. Alors pour vous connaître à moitié, il suffit de lire vos romans où tout est à moitié faux, donc à moitié vrai. On y découvrira les années vides, celles de votre adolescence, pleines de drogue, de sexe, de concerts et de militantisme, qui vous permettent d'échapper à l'ennui, à la solitude, si j'ai bien compris. Voilà, et de vous noyer dans votre passion pour le rock, qui vous sauvera, puisque vous êtes là, bien vivant, rescapé peut-être. Bon. Alors votre père, le scénariste et écrivain Raymond Assayas, dit Jacques Rémy, meurt en 81, vous avez 22 ans. Votre personnage se cherche auprès d'une femme, dans sa peau, le raconte intimement. À la lecture de votre 3e livre, Exhibition, prix des Deux Magots 2002, on comprend que vous regrettez de n'avoir eu que 10 ans en 1968 et d'avoir laissé faire la révolution par les autres, les grands, qui s'y sont mal pris. Hein? Vous choisissez donc de vous marier comme un pied de nez aux 68 arts idéalistes. Il y a un peu de vous aussi dans la description que vous faites des cadras désabusés dans votre 4e roman, Solo, roman truffé de digressions rock. C'était avant de perdre votre passeport et de vous retrouver obligé de passer au pôle de la nationalité française pour prouver à l'administration votre nationalité française. Une expérience douloureuse, kafkaïenne s'il en est, au cours de laquelle vous vous sentez un paria, un marginal, sur le point d'être exclu de la société. Je ne sais si c'est à ce moment que vous vous êtes senti le plus rock'n'roll, mais c'est le sujet de votre dernier roman, Faute d'identité. Alors aujourd'hui, cette faute réparée, vous êtes bien Mishka Assayas, journaliste et écrivain français, né en France, de parents français, et personne ne vous a demandé vos papiers avant de franchir cette porte. Enfin, j'espère. En sortant. Voilà. Alors, en préparant cette rencontre, vous m'avez dit que selon vous, le rock était bien plus qu'une musique, un phénomène social et culturel qui a donné aux parias, aux marginaux et exclu une place inédite dans l'imaginaire collectif, la première. Vous aurez l'occasion de développer cette théorie au cours de l'heure que nous allons passer ensemble. Mais avant, je voudrais, Mishka Assayas, en guise d'introduction, que vous nous disiez quel a été votre premier contact avec le rock. Quel genre d'émotion cela a-t-il produit en vous? Eh bien, c'est, je pense, la radio, comme beaucoup d'enfants. Et je vais faire une confidence, c'est que très jeune,
je lisais le journal intime de mon père, et en cachette. Révélation. Oui. Et il racontait des trucs sur moi quand j'étais enfant, donc ça m'amusait. Et il avait écrit une phrase qui m'avait frappé, rétrospectivement je la trouve assez juste. Mischka écoute le twist comme un wagnerien la tétralogie. Voilà. Donc je crois que je m'asseyais devant le poste et j'écoutais. Je regardais même le poste. Parce qu'à cette époque-là, les postes de radio étaient des œuvres d'art. Vous aviez des postes absolument extraordinaires qui étaient des meubles. Je me souviens qu'on tournait le bouton et on attendait, je crois, 1 minute, le temps que ça chauffe. Puis vous aviez, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans ça, mais il y avait toutes ces villes mystérieuses, Saarbrück, etc. Enfin, on ne comprenait pas d'où ça venait. Et donc il y avait un rapport magique, voilà, avec je ne savais pas que ça s'appelait le rock. Ma mère, en effet, avait aussi un disque dans le twist, je me souviens. Et puis, voilà, comment vous dire, c'était très naturel. Déjà, c'était une culture pour Oh non. Parce que, effectivement, écouter ça avec une telle dévotion... Non. C'était une expérience quasi mystique, je dirais. Voilà, pour parler un peu plus sérieusement, mais à peine, il y avait à l'époque ce qu'on appelait des manches-disques. Vous savez, c'était des engins aussi antédiluviens. On mettait des singles, des 45 tours avec la grosse rondelle dedans, et on toussait, et puis ça tournait. Quoi. Et je me souviens que mon frère aîné Olivier, avait acheté un 45 tours de Bob Dylan, un super 45 tours, il y avait 4 chansons. Et il y avait, je me souviens, une chanson qui s'appelait Gates of Eden, qui n'est pas la plus connue de Bob Dylan. Et je me rappelle, je rentrais de l'école, j'avais, je sais pas, 9 ans, 8 ans, 9 ans. Et je me souviens que juste entre le moment où je terminais mon repas et celui où on me reconduisait à l'école, j'avais juste le temps d'écouter une chanson. Et c'était celle-là. Je ne sais pas pourquoi j'étais obsédé par cette chanson, donc je la remettais tout le temps. Et je ne comprenais pas de quoi ça parlait du tout. Le fait que c'était de l'anglais, qui était une langue qui était pour moi absolument obscure, mystérieuse, incompréhensible, je crois... enfin, vous savez, c'est comme la messe en latin. Il y a un côté magique, c'est quelque chose qui ne correspond absolument pas. Parce qu'aujourd'hui, pardon, je suis très digressif, hein, mais aujourd'hui, on baigne dans un environnement rock. C'est-à-dire que voilà, la Fondation Yves Saint Laurent organise des expositions Elie Slimane. Ce sont des choses qui auraient été totalement impensables il y a 40 ans, enfin, mais inimaginables, parce que le rock était vraiment une activité dont on avait presque honte face à des adultes. Enfin, c'était vraiment des choses ridicules. Je sais, ma mère regardait les pochettes de disques, mais qu'il est laid, mais il est horrible. Qu'il est mal habillé. Ouais, mais pourquoi il a besoin de crier comme ça? Pourquoi il se roule par terre? Enfin, etc., des choses comme ça. Et j'avais l'impression que c'était très transgressif. Voilà, donc ça fait aussi partie. Donc ce côté un peu... Bon, j'aime pas le mot rebelle parce qu'on le sert à toutes les sauces et je sais pas... Oui, mais disons, il y avait une façon de ne pas participer à ce monde extrêmement ennuyeux et noir et blanc dans lequel on grandissait. Vous savez, moi j'ai grandi dans les années 60, mais ça aurait pu aussi bien les années 30. J'étais dans un petit village rural à 40 km de Paris, où franchement, j'avais l'impression que c'était le monde, je sais pas, de Maurice Genevoix ou de Jean Giraudoux. Enfin, c'était complètement vieillot. Et écouter les Rolling Stones dans ce contexte, il y avait des vieux avec des fourches, je sais pas, vous savez, il y avait un truc, c'était comme, ça venait comme d'une autre planète, si vous voulez, voilà, c'est ça mon expérience. Donc, avant effectivement de parler du phénomène social qui est devenu le rock, un des premiers mots de votre dictionnaire est Afrique. On ne peut pas parler de rock sans parler d'Afrique. Ça commence par Rabat aussi. Voilà, oui, non mais quand même, Afrique c'est plus étonnant peut-être. L'Afrique c'est plus étonnant, c'est justifié, parce que à la source du rock and roll, il y a la musique noire. Bon. La musique noire, voilà, je vais rien vous apprendre, elle a ses sources dans le continent africain, mais elle a une partie liée avec l'esclavagisme. Il se trouve qu'il y a de ça 1 an, je me trouvais pour les besoins d'un reportage
un vieux baroudeur, j'étais envoyé par Madame Figaro, bon, c'est encore voilà, donc d'expérience de rebelle aussi, et je me suis trouvé dans cette ville qui a pour particularité d'être habitée, du moins dans son centre, intramuros, par 80% de Noirs. Une ville dont la population blanche a quitté les murs, enfin l'intérieur des murs, je veux dire, il y a de ça très longtemps, et c'est une de ces rares villes américaines entièrement noires. Et il y a un musée de la culture africaine à Détroit, qui est quelque chose d'absolument inouï, parce que, vous savez, chez les Noirs américains, ce qui est très frappant, enfin en tout cas, c'est l'expérience que j'en ai, c'est quand ils célèbrent leur mémoire, eh bien, il ne s'agit pas de montrer des images ou de montrer des objets. Il n'y a pas ce rapport, je dirais, froid et un peu distant. Ils veulent vous faire partager une expérience. Et je me rappelle, vraiment avec émotion, avoir vu une reconstitution des bateaux d'esclavagistes où il y avait les couches où on parquait, c'est malheureux, vraiment, mais comme des lapins dans un clapier. Et il y avait ils avaient reconstitué, il y avait des gémissements, enfin c'était quelque chose de... Enfin j'en ai presque eu les larmes aux yeux, je veux dire, c'était quelque chose de terrible. Et voilà, et donc je dirais, bon, cette musique, évidemment, elle a pour source, je dirais, la musique noire, plus spécifiquement sans doute le blues. Le blues qui est cette musique qui a été créée dans les champs de coton, qui a remonté le Mississippi, qui est une musique rurale, qui ensuite est devenue une musique urbaine. Voilà, donc voilà pourquoi l'Afrique a droit à un article très développé. Parce que il fallait comprendre en effet quelles étaient exactement les sources africaines du blues. Alors je ne connais pas ça par cœur, c'est un spécialiste, Bruno Blum, qui a écrit l'article. Ce sont des questions moi que je ne connais pas du tout par cœur. Mais effectivement le rythme, la danse, oui. La musique, les paroles à double sens. Les paroles à double sens parce que par rapport, si vous voulez, il y a cette idée que les anciens esclaves parlaient de certaines réalités qui n'étaient pas celles de ceux qui les dominaient. Et donc il y avait la nécessité d'avoir un langage à double sens, c'est-à-dire que dire certaines choses sans qu'elles soient comprises de tous. D'où la présence de l'argot dans le rock'n'roll. L'argot des Noirs. Et ça, c'est quelque chose, si vous voulez, qu'on continue à observer aujourd'hui, en particulier dans le hip-hop, qui a été adopté par une bonne partie de la jeunesse occidentale, et pas seulement d'ailleurs, mais y compris en Asie. Bon. Et bien, il y a cette idée que s'approprier l'argot de ces populations, leur gestuelle, leurs vêtements, leur expérience de la vie, c'est s'approcher d'une réalité qui est essentielle et qui, pour ainsi dire, nous manque. On a besoin d'aller vers elle. C'est-à-dire que nous, voilà, nous sommes dans Paris, intramuros, dans un endroit de haute culture, dans un quartier où vraiment l'architecture, enfin bon, voilà, est connue du monde entier. Et pourtant, nous, urbains, vivant dans ces centres, nous avons besoin d'aller vers la périphérie, d'aller vers les marges, d'aller vers là où il n'y a pas cette culture-là, pas cette histoire-là, pour nous revitaliser. Et voilà. Ben voilà. Ouais. Et donc pour parler effectivement de phénomène social, avant les Beatles, on peut dire que c'était Elvis the King, ou bien avant Elvis, on les oublie très vite, ceux qui étaient avant lui. Alors, Elvis arrive, si vous voulez, au milieu des années 50. Bon. Il y a une chose sur laquelle je n'ai pas insisté, et qui est une autre source du rock'n'roll, et bien connue, mais enfin, il faut le rappeler, c'est la musique country, bon. Qui est une musique évidemment blanche, qui a été, au fond, une sorte de, comment dire, résurgence des folklores européens, propres aux diverses communautés d'Europe du Nord, d'Europe centrale, y compris française d'ailleurs, enfin, qui ont peuplé les États-Unis. Voilà, ça c'est une chose. Vous savez, il y a les rythmes de polka, par exemple, de valse dans la country. Bon. Il y a une autre source, c'est les cantiques, évidemment. Parce que, je ne vous apprendrai rien en vous disant que de nombreuses... Mais si, vous nous apprenez. Non, mais en vous disant que de nombreuses sectes puritaines, protestantes, évangéliques, je ne sais pas si on dit évangélistes, évangéliques, bon, ont influencé évidemment la vie des Américains, et
On parle beaucoup de l'influence de la musique noire sur celle des Blancs, mais on parle moins du mouvement inverse, qui est aussi important, c'est l'importance de ces cantiques chrétiens blancs sur la musique noire. Vous avez la musique soul, par exemple, elle est une musique essentiellement noire, croit-on, parce qu'en réalité, elle est très proche de la musique country. C'est-à-dire que les interprètes de soul interprètent beaucoup de succès country. Et la musique country, comme chacun sait, est très imprégnée, bien sûr, de foi, de chrétienté, de lutte entre le bien et le mal. Vous savez, c'est toujours des chansons sur l'accoutumance à l'alcool, au sexe, le déchirement. Non, mais c'est vrai, c'est toujours des drames. Enfin bon. Et donc, voilà, illustration de ça, Ray Charles. Ray Charles, qu'on présente, ça m'avait frappé en France, je crois sur France Info, quand Ray Charles était mort. Le commentateur avait dit une grande figure du jazz. Alors j'ai bondi. Jazz, Ray Charles. Oui. Allô, français. Oui, non, mais oui, en partie. Mais enfin, Ray Charles, c'est essentiellement le rhythm and blues, et c'est également la country, et c'est la pop. Enfin, je veux dire, il a fait un disque de chansons country. Il a été aussi autant influencé par la musique blanche qu'il n'a influencé la musique des Blancs en retour, les Beatles, etc., les Stones, tout ce qu'on voudra. Donc, où en étions-nous? On parlait de mon idole, Elvis. Ah oui, Elvis, oui. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans le cas d'Elvis, c'est que d'où vient-il? Il vient... De Memphis. Non, de la banlieue de Memphis. Pardon. Et oui, il vient de la banlieue de Memphis, et si vous voulez, il vient d'un milieu de blancs. C'est pas tout à fait un mot juste, mais on dirait, je le dis un peu vite pour que vous compreniez, déclassés. C'est-à-dire, ce sont des blancs qui sont au contact avec les communautés noires, et c'est un peu, si vous voulez, un schéma qui se répète avec tous les grands succès blancs aux États-Unis jusqu'à Eminem. Bon, Eminem vient de Detroit, et le propre d'Eminem, c'est que justement, il a été plongé dans la réalité d'un lycée noir, etc., dans un quartier, il était à la limite du quartier noir et du quartier blanc, et donc ce sont finalement ces blancs qui vivent l'expérience marginale qui commencent par incarner le rock'n'roll. Alors il y a des créateurs noirs de rock'n'roll qui ont eu beaucoup de succès et beaucoup d'impact aux États-Unis. J'en cite trois, c'est les trois les plus connus, mais il y en a d'autres. Fats Domino, Chuck Berry, et le troisième, ça va me revenir, Little Richard. Voilà, Nouvelle-Orléans, Chuck Berry, Saint-Louis, Missouri, et Fats Domino, Nouvelle-Orléans également. Donc, c'est l'époque de James Brown aussi. Donc, si vous voulez, Elvis, pourquoi? Vous connaissez la célèbre formule, si vous ne la connaissez pas, je vous l'apprends, mais c'est Sam Phillips, donc, qui était le patron des disques Sun à Memphis, est réputé avoir dit un jour: si je trouve un blanc capable de chanter comme un noir, je deviendrai millionnaire. Bon. Il se trouve qu'il l'a trouvé en la personne d'Elvis. Il faut peut-être un peu préciser ce qui est sous-entendu par là. Parce que chanter comme un noir, ça ne veut pas dire chanter les chansons des noirs. Parce que ça, c'est un phénomène qui existait déjà. Il y a eu, au début du XXe siècle, un auteur de comédie musicale, également musicologue, qui s'appelait W.C. Handy, qui avait été le premier à recueillir des chansons traditionnelles noires, parce qu'il les avait entendues chanter dans des gares, etc., dans des buvettes, etc. Il les retranscrivait, il en avait fait des comédies musicales. Et il y avait une tradition, si vous voulez, d'adapter au goût du grand public blanc. N'oubliez pas la ségrégation aux États-Unis qui est primordiale. Je veux dire, sans comprendre la réalité de la ségrégation, vous ne comprenez pas le scandale et les difficultés qui ont pu accompagner la naissance du rock'n'roll aux États-Unis. Bon. Eh bien, il y a eu, au début des années 50, des chanteurs, si vous voulez, qui étaient très acceptables pour le grand public, comme Pat Boone, par exemple, qui reprenaient des succès de Fats Domino qui étaient réservés à ce qu'on appelait le marché dit de race. C'était race music, c'est-à-dire il y avait un marché dit spécialisé, c'est-à-dire c'était les disques faits par des noirs pour des noirs. Voilà.
Et c'était absolument impensable, si vous voulez, de les marketer, comme on dit vilainement aujourd'hui, enfin de les vendre, au public blanc. Voilà. Et donc, mais ce qu'a fait Elvis, c'était pas interpréter les chansons des Noirs, c'est tout à fait autre chose. Ce qu'il a fait, c'est incarner, dans tous les sens, c'est-à-dire interpréter, bien sûr, donc comme on dit, d'un acteur de théâtre qui incarne un rôle, mais également se déhancher, adopter la gestuelle des Noirs. Voilà. Ce style, si vous voulez, un peu extravagant, qui était celui des prêcheurs noirs. Hein, parce que Elvis allait à l'église et assistait à ces prêches où vous avez vu sûrement ça dans des documentaires adaptés au cinéma, où on voit ces prêcheurs qui deviennent fous, qui ont l'air d'être possédés, qui se roulent par terre, qui se mettent à embrasser les gens, voilà, et qui créent une sorte d'hystérie collective. Ce qu'on voit aussi dans les prestations de Ray Charles, d'une certaine façon. Bon. En fait, Elvis ne prenait pas ça au sérieux, mais il le faisait pourtant très très bien. Bon, l'anecdote est connue. Donc Sam Phillips, dans son studio seul à Memphis, enregistrait tout ce qui passait par là. Vraiment, c'était un peu, si vous voulez, comme un photomaton. Les gens faisaient voilà, 4 petites photos, donc ils enregistraient 3 chansonnettes en une demi-journée. Bon. Et donc il y avait un certain turnover, quoi. Et puis débarque ce gars, et bon, il trouve qu'il est bien, il chante une chanson, mais enfin bon, rien de particulier, quoi. Et puis la séance est terminée, et Elvis, avec ses musiciens, c'était un trio, donc contrebasse et guitare, se met à imiter un chanteur noir. Donc il chante exactement comme les chanteurs de rhythm and blues qu'il avait entreaperçus, voilà. Et il le fait comme un gag, quoi. Sam Phillips voit ça, entend ça, et il est dans tous ses états, il dit c'est ça que je veux, voilà, c'est ça, c'est lui. Alors, bon, c'est tombé sur lui, si vous voulez, c'est un peu un hasard, un heureux hasard. Et après, pourquoi Elvis est-il devenu aussi grand, aussi important? Ben, tout simplement parce que, si vous voulez, dans la seconde moitié du XXe siècle, il y a 2 inventions qui ont été amenées à connaître un certain succès. La première était déjà ancienne, mais elle s'est considérablement développée, c'est la radio. Donc c'était les débuts de la mondialisation, pas avec la radio, parce que la radio est très locale aux États-Unis. Mais enfin, si vous voulez, c'est le début des radios des radios locales qui se mettent à être relayées par des réseaux, d'abord dans les États, puis certains réseaux sont nationaux. Alors bon, je ne suis pas un spécialiste de ça, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais si vous voulez, il y a toute cette myriade de radios qui, finalement, diffusent des musiques qui auparavant était réservé, si vous voulez, à certaines villes, certaines régions. Bon. Et puis la télévision. Voilà, quand Elvis est passé sur NBC et qu'il s'est déhanché, mais ça a été un événement mais colossal. Colossal. Parce que ce qui s'est produit, si vous voulez, c'est que toute une partie des États-Unis qui n'avait jamais vu ça de sa vie, et a vu ce brave garçon, qui avait l'air d'un garçon de ferme, enfin bon, se mettre à se déhancher comme un dément. En tout cas, c'était considéré comme un truc dément. Et le fait qu'il montre son bassin, si vous voulez, que son bassin se déhanche, qui est cette espèce de mouvement chaloupé, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les chanteurs blancs étaient habillés en costume cravate, avaient les mains dans le dos, et chantait comme un écolier, récitait sa poésie. Donc c'était ça. Alors il y avait eu bien sûr Johnny Ray qui avait mis au point une sorte de gesticulations théâtrales, il faisait semblant de pleurer, etc. Bon, il y avait ce côté un peu histrionique qui affluait. Mais disons que Frankie Lane ne se déhanchait pas. Johnny Ray ne se déhanchait pas. Et donc, il y a eu des protestations de la part je sais pas, de braves gens, des coins les plus reculés des États-Unis, ou je sais pas, de certaines villes arriérées, qui ont dit c'est scandaleux, je ne veux pas voir ça à la télévision, quel exemple pour la jeunesse, de ravaler notre jeunesse au rang des nègres, comme on dit, parce que c'était ça le problème.
Hein, des animaux, des nègres, c'était considéré comme pareil. Enfin, bon. Ce sont des choses effrayantes, mais elles existaient. Et voilà. Oui, non, mais parce qu'il est 7h30, on est oui, encore 7h30, oui. Ben, donc, on est encore en 1956. Non, mais ce qui est merveilleux, c'est qu'effectivement, ce scandale dont vous parlez, ça va se perpétuer, continuer, ça va être effectivement un des éléments fondateurs du rock, oui. N'est-ce pas? Oui. Mais quand les Beatles, effectivement, voient Elvis se déhancher, c'est autre chose, c'est-à-dire ils vont se dire, tiens, ce camionneur de Memphis, devenu millionnaire, c'est un peu la chanson comme un chanson sociale, non? Oui, exactement. Disons qu'il y a l'engouement pour le rock'n'roll, hein. Il y a Rock Around the Clock de Bill Haley en 54 qui fait le tour du monde, c'est une mode. À l'époque, il ne faut pas oublier qu'on pense que c'est une mode éphémère, que ça va vite, tout ça va vite être effacé par d'autres modes. Donc, c'est considéré un peu comme un phénomène de cirque, tout ça. Mais pour autant, c'est là qu'il y a une rencontre tout à fait surprenante. C'est que... il a chanté avec un chien, il a chanté Hound Dog aussi. Voilà. Oui. C'est pour ça qu'il y a l'apparition. Et donc, vous disiez donc... Et qu'est-ce que je racontais? C'était le chien de M. Saint-Laurent qui est venu nous rendre visite. Fermons la parenthèse. Très bien. Donc effectivement, c'était une mode éphémère. Voilà, alors il y a cette rencontre, si vous voulez, entre le nouveau monde et le vieux monde. Il ne faut pas perdre de vue ce qu'était le contexte historique de l'Europe dans les années d'après-guerre. C'est la désolation, les destructions, le rationnement, un monde sinistre, la grisaille, enfin aucune distraction pour les jeunes, etc. Et que font ces garçons qui venaient du nord de l'Angleterre? Les Beatles, c'est le plus connu, c'est le meilleur exemple pour raconter ça. Ils voient au cinéma Elvis, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Elvis n'a jamais donné de concert à l'étranger, en Europe. En Europe, parce qu'on racontait, alors je ne sais pas si c'est vrai, que c'est parce que son impresario, qui était vraiment le colonel Parker, qui était un Hollandais véreux, était sous le coup de condamnation, donc il pensait qu'Interpol, enfin l'équivalent d'Interpol, allait le coffrer dès qu'il aurait mis le pied sur un aéroport européen. C'est ce qu'on dit, je ne sais pas si c'est la calomnie ou si c'est vrai. Enfin, en tout cas, ils ont pensé, enfin le colonel Parker a été très avisé de faire tourner des films à Elvis Presley, des films qui ont été très décriés parce qu'on les considérait comme niais et tout ça. Beaucoup de puristes considéraient qu'Elvis avait trahi le rock'n'roll parce qu'il chantait des romances et on le voyait dans des films ridicules en chemise hawaïenne, etc. Bon. Films qui ont du charme d'ailleurs. Enfin, certains les a comparés au cinéma indien, à Bollywood, ce qui n'est pas idiot. Oui. Donc, les Beatles le voient au cinéma. Les Beatles le voient au cinéma et, si vous voulez, ils voient le mode de vie américain surtout, c'est-à-dire quelque chose qui est bien au-delà de la réalité, bien sûr, c'est-à-dire les garçons de 16 ans conduisent des décapotables, des filles qui ont l'air très avenantes, voilà, des chantons. Exactement, chantons et voilà, chantons pour avoir cette vie-là, c'est-à-dire que les États-Unis étaient un pays qui paraissait mais comme un rêve à la jeunesse de ce temps-là. Bon, il faut savoir de quoi l'Europe ressortait. Et même si ce n'était pas la réalité, c'était un rêve qui suffisait, si vous voulez, pour vous lancer dans une activité de ce type. Alors, alors bon, il n'y avait pas que... Bon, si on prend les Beatles, les Beatles sont nés, en effet, en partie du rock'n'roll, mais pas seulement. Ils sont nés de toute la pop américaine. C'est-à-dire, ils sont nés également de Tamla Motown, le grand label noir, voilà, et des girl groups aussi, comme les Shirelles, la country, enfin je veux dire, dans les Beatles, il y a tout. Il y a le musical, il y a l'opérette, enfin, si vous voulez, donc il n'y a pas que le rock'n'roll. Mais au début, c'est vrai qu'ils ont surfé sur cette vague, si vous voulez. Et c'est pour ça que quand ils arrivent aux États-Unis, ils terrassent Elvis. Alors, ce qui est extraordinaire dans le succès, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de complètement, finalement, enfin... On sait que l'histoire est celle-là, donc comme tous les phénomènes historiques qui sont advenus, on trouve ça normal. Mais quand on y réfléchit un peu, il n'y a rien de normal. Pourquoi 4 garçons faméliques avec des coupes de cheveux grotesques venus... des cravates, d'ailleurs qui avaient été choisies par leur impresario Brian Epstein à Paris. Hein, c'était des coiffures parisiennes qui étaient à la mode et les complets collés, oui, absolument. Et on voit ça dans des films de la nouvelle vague, un peu, enfin Briani, je crois, un truc comme ça. Et alors, donc, on se dit, mais pourquoi ces garçons, bon, quel que soit le talent qu'ils
pouvaient avoir, sont considérés comme des messies par les Américains, parce on peut se dire après tout, les Américains, ils avaient ça chez eux. Ils l'avaient en mieux, enfin, d'une certaine façon. Ils avaient toute la musique, en fait, est là. Et ça, c'est le mystère des États-Unis. C'est-à-dire qu'au fond, ils produisent des choses absolument exceptionnelles, ils n'en ont pas conscience. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas leur propre richesse. Ils en sont même parfois complexés et ils sont, comment se dire, très, vraiment admiratifs par l'élégance européenne, l'art avec lequel tout ça est emballé et représenté en Europe. Et donc, n'oublions pas non plus le contexte historique particulier du début des années 60 aux États-Unis. C'est le début de l'engagement dans la guerre du Vietnam avec le président Johnson, l'assassinat de Kennedy, et puis, j'y faisais allusion tout à l'heure, la ségrégation. Ségrégation, c'est un mot qui paraît comme ça maintenant appartenir à l'histoire et au passé, mais enfin c'est très concret. C'est l'époque où les étudiants noirs n'ont pas le droit de faire des études, où il y a encore des lynchages. Enfin tout ça est d'une cruauté terrible. Et donc la jeunesse américaine est très divisée. Et une partie d'entre elles, non négligeable, est très mécontente. Mécontente du monde que ses parents lui ont transmis. Et au fond, voir arriver ces pauvres garçons de Liverpool et toute leur cohorte, hein, tout ce qu'on a appelé la British Invasion, l'invasion britannique, c'est comme une espèce de révélation inespérée. Ah bon, notre pays est si bien que ça? Mais vous êtes sûr? Et les Beatles leur dit, mais oui, mais c'est génial, vous avez Presley, vous avez Motown, vous avez le blues, vous connaissez même pas ça, il y a ci, il y a ça. Donc, et tout à coup, il leur présente une autre façon, si vous voulez, de redevenir amoureux de leur propre pays, en tout cas de leur culture. Et en tout cas, c'est une manière de lutter contre les forces conservatrices dans leur pays. C'est ça qui est essentiel, parce que le rock'n'roll est tout de même essentiellement lié à une révolte collective. Dernière chose, parenthèse, ça vous amusera, enfin, amusera, je ne sais pas, ça vous surprendra si vous ne le savez pas, mais on a toujours présenté les Beatles comme de très gentils garçons, il y a toujours ce cliché, les méchants Stones, les gentils Beatles, bon. Les gentils Beatles ont eu l'occasion, si vous voulez, ont reçu des menaces de mort en 1965-66 dans l'Alabama et des États du Sud-Est, parce qu'ils étaient considérés comme des suppôts de Satan et des partisans de l'antiségrégationnisme, donc, si vous voulez, des ennemis effrayants, et on a fait des autodafés, comme dans l'Allemagne nazie, de leurs disques en Alabama. C'est-à-dire qu'on a brûlé les Beatles, on a brûlé les disques, on a brûlé leurs affiches, etc. Et je veux dire, ils ont craint pour leur vie. Et c'est pas des blagues. Donc, voilà. Les Beatles, c'est inoffensif. Ouais. D'accord. Ouais. Mais alors, vous dites effectivement qu'avec eux, le rock devient une culture plus qu'un divertissement. Oui, alors ça, je dirais, c'est lié à tout de même le développement du rock en Europe et à la fois l'émergence de Bob Dylan aux États-Unis, à New York, et le développement du rock en Europe. Vous avez deux choses concomitantes. Je repars aux États-Unis. Vous avez, au début des années 60, un mouvement qui est essentiellement new-yorkais. Après, il se répandra dans d'autres grands centres comme San Francisco, Boston, etc. Qui est ce qu'on appelle le protest song, la chanson engagée, la chanson contestataire. De quoi s'agit-il? Eh bien, ce sont des poèmes qui sont d'abord diffusés simplement par voie, comment dire, de petits journaux, qui sont si vous voulez, des textes engagés, révolutionnaires, appelant au changement social et politique aux États-Unis. Donc un des grands thèmes, évidemment, de ces poèmes, c'est la ségrégation, aussi également la lutte contre l'injustice, etc. Bon. Eh bien, ces poèmes sont mis en chansons, et c'est le mouvement qu'on connaît bien, qui naît dans le quartier de Greenwich Village à New York, et d'où émerge Bob Dylan. Bon. Et Bob Dylan, bon, très rapidement, c'est un petit juif qui vient des montagnes, hein, du Minnesota, du pays minier. Son père vendait des réfrigérateurs. Bon. Et
Dylan, si vous voulez, s'est pris de passion pour un chanteur qui était Woody Guthrie. Woody Guthrie était une sorte de baladin, troubadour, qui accompagnait les populations paysannes et ouvrières victimes de la grande crise des années 30, ce qu'on appelait le Dust Bowl, la cuve de poussière, cette grande crise qui a fait que tout le monde est parti sur les routes, chercher du travail parce qu'il n'y en avait plus, ils ont dû crever de faim, enfin, tout ça a été raconté entre autres par Steinbeck. Bon, et donc Dylan s'est pris pour une sorte de héros populaire, de troubadour, contestataire. Il a adopté les intonations de Woody Guthrie, sa casquette, son col de sa chemise en drap grossier, le porte-harmonica, et cette voix nasillarde qui ne lui était pas naturelle et qu'il a adoptée pour imiter Woody Guthrie. Bon. Et puis, bon, Bob Dylan a été considéré un peu comme le héros du peuple. Enfin, c'était vraiment la conscience de cette jeune gauche révoltée, radicale, etc. Alors, il a, sous l'influence des Beatles, des Rolling Stones, de toute cette effervescence venue d'Angleterre, il s'est réapproprié, alors que rien ne le légitimait, le blues et le rhythm and blues noir, d'où son passage à l'électricité en 64-65. Bon. Et non seulement il passe à l'électricité en s'appropriant la musique des Noirs, etc., censé être plus authentique et tout ça, mais il se prend pour aller vite, il se prend pour Rimbaud. C'est-à-dire qu'il se dit, moi j'en ai marre d'être le héros du peuple, le porte-parole des barbus qui fument la pipe et qui serrent le poing et tout ça. Je veux raconter ce que les gens de mon âge vivent vraiment, ce qui leur passe par la tête, l'expérience des drogues, mon désir de me libérer de tous les carcans, de tuer le vieux monde. Et il se met à écrire un peu des chansons en écriture automatique, des trucs surréalistes, etc. Et ça, c'est une révolution incroyable. Et là, ça tape sur la tête, si vous voulez, en retour des Beatles, en particulier de John Lennon et Paul McCartney aussi d'ailleurs. Et là, les Beatles se disent, bon, on peut continuer à chanter She Loves You, Yeah, 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 From Me to You, etc. Bon, mais il y a un moment, les gens vont se lasser, et nous aussi. Donc, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. D'où, si vous voulez, cette amorce d'un mouvement culturel absolument sans précédent, 20 ans à peine après la fin de la guerre, où toute une jeunesse invente un nouveau langage. Et là, c'est là qu'on arrive finalement à ma présence ici, à Ellis Niva, etc. D'où l'arrivée des gens de la mode, des gens de l'art contemporain, Andy Warhol, qui trouve un groupe de losers, qui le rend, voilà, qui arrive à le rendre génial, etc. Donc, toute cette espèce de tout ce qu'on appelle le swinging London, c'est-à-dire cette imbrication des metteurs en scène de théâtre, des peintres, enfin, des artistes d'art contemporain, des créateurs de mode, etc., des écrivains, des cinéastes et tout ça. Donc il y a tout ce mouvement, voilà, qui est à la fois populaire et underground. C'est ça qui est très intéressant dans cette. C'est-à-dire que le bas commence à influencer le haut et inversement. Vous voyez ? Très bien. Donc, je ne sais plus où on va aller, parce que ça passe tellement vite, je suis affolée. Mais alors, tous ces groupes, est-ce que le rôle des... Vous avez expliqué effectivement le rôle de la radio, de la télévision, après, des disques, des CD, etc., comment la musique électronique aussi a fait en sorte que tout ça évolue. Mais est-ce que les médias avaient vraiment un rôle, ou est-ce qu'ils promotionner des gens qui étaient déjà à un certain degré de notoriété? Quels médias? C'est ça qu'il faut voir, parce que si vous parlez des médias grand public, la réponse est non, parce que même le succès des Beatles, des Stones, et puis ensuite de Pink Floyd, ou enfin, je sais pas, c'était pas, ça faisait pas le journal de 20 heures, pour dire les choses un peu simplement. C'était quand même considéré comme pas totalement sérieux par beaucoup de gens. Ouais. On a l'impression, effectivement, en lisant votre dictionnaire et les portraits que vous faites de tous ces gens, qu'il y avait effectivement certains qui s'en foutaient effectivement de l'approbation du peuple. C'était les punks, de toute manière, ils étaient là dans un... C'est-à-dire, on fait notre chose à nous, ils sont là, ils viennent pas, d'accord, on est écouté, on n'est pas écouté. Oui.
Et ceux qui les ont précédés, il y avait quand même un degré de réussite. Alors, est-ce que vous pouvez effectivement nous faire un parallèle C'est vraiment, entre... faut que je résume tout en... Bon, alors... Oui, oui. Non, je vais essayer, hein, mais c'est pas... C'est parce que là... Bon. Si vous voulez, le punk, qu'est-ce que c'était? Punk, ça désigne... c'est un terme d'argot qui désignait, en gros, un loser, une personne un peu incohérente, un pauvre type, quoi, voilà. Et la révolution, c'est un terme qu'on utilisait pour d'ailleurs désigner un certain type de rock'n'roll fait dans des petites villes provinciales des États-Unis par des lycéens quasiment incultes musicalement, dans le garage de leurs parents, qui savaient jouer à peine 2 ou 3 accords, et encore, et qui hurlaient en imitant Mick Jagger, quoi. En gros, c'était ça. Et on appelait ça punk, parce que c'était des héros, quoi. Bon. Mais en même temps, il y avait un charme, c'est-à-dire qu'il y avait ce charme de l'art brut, si vous voulez. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont beau de rien savoir, ils trouvent quelque chose de génial une fois dans leur vie. Bon. Et ça arrive souvent d'ailleurs. Mais et donc, alors pourquoi ce terme a-t-il été repris 10 ans plus tard à une plus vaste échelle? Parce que au fond, c'est une sorte de révolte interne dans le monde du rock. Qu'est-ce qui s'est passé en quelques années? Parce que vous savez, c'est des années entre 60, je sais pas, je dis arbitrairement 64 et 77. Vous savez, c'est comme au Scrabble, c'est des années qui comptent triple, quoi. Enfin, c'est des années extrêmement denses. Voilà, oui, voilà. Et voilà, exactement. Et donc, il y avait une sorte d'establishment qui s'est créé dans le rock. C'est-à-dire, c'était, en quelques années, il y a eu quelque chose de tellement inattendu, de tellement fulgurant. Vous avez eu Woodstock, vous avez eu vraiment cette espèce de révolution hippie, enfin, où tous les jeunes, il y a beaucoup de jeunes s'identifiaient à quelque chose qui était incompréhensible par leurs parents. Ils partaient en masse pour des festivals et tout ça. Bon, ils partaient sur les routes. Enfin, c'était presque un phénomène religieux qui prenait consistance. Et donc, ce phénomène religieux a créé, si vous voulez, des sortes de... Nabab n'est pas le mot, mais disons des dignitaires, des potentats, je ne sais pas, une sorte d'évêques, si vous voulez. Supposez qu'il y a eu un pape, enfin bon. Et donc, en tout cas, il y avait des espèces de gloires établies, en effet, les John Lennon, les Pink Floyd, les Who, les Led Zeppelin, etc., qui avaient l'air finalement de gens qui se reposaient sur leur laurier, qui donnaient des concerts, qui se prenaient pour des génies, qui donnaient des concerts sur des scènes où on les voyait comme ça de 5 mètres d'en bas, les places commençaient à être chères, c'était des productions très théâtrales, avec des lumières très sophistiquées, etc. Et au fond, on avait complètement perdu de vue, dans ces années, cette musique était géniale en grande partie, hein, c'est pas la question, mais on avait perdu de vue peut-être ce cri primal qui était à la source du rock'n'roll. Ce truc qui fait que vous aviez quelque chose qui vous donnait envie de vous lever, de crier, voilà, qui vous surexcitait, quoi. Et la musique, d'ailleurs, moi je me rappelle quand j'allais voir des concerts dans les années... J'étais assez précoce, 13, 14, 15, mais la plupart du temps, les gens commençaient par s'asseoir. Et certains restaient couchés. Donc si vous voyez, il n'y avait plus d'énergie, et puis les gens étaient là, et les concerts duraient 2h30, et c'était vraiment souvent très truc planant, Pink Floyd et tout. Donc il y avait une forme d'ennui, si vous voulez. Et tout à coup, et puis c'était souvent des musiciens qui étalaient leur virtuosité. Il y avait des groupes comme Emerson, Lake and Palmer, c'était un pianiste de conservatoire, donc leur grand truc c'était d'adapter des pièces célèbres de la musique classique, que ce soit de Tchaïkovski ou de Moussorgsky, à la mode pop, comme on disait à l'époque. Bon. Donc voilà, ça paraît aujourd'hui des survivances tout à fait, enfin comment dire, des trucs complètement baroques, et enfin, des espèces de rossignols qu'on n'oserait même pas acheter dans une brocante, mais bon, ça a eu un impact colossal. Bon, ça a donné Jean-Michel Jarre en France. Bon. Alors, donc, et donc, les punks sont arrivés, ils se sont désignés eux-mêmes punk. Ça voulait dire, nous, on est peut-être minables, on n'a peut-être pas les belles fringues qui brillent sous les... etc. On n'a peut-être pas de quoi équiper une scène avec 15 projecteurs, etc. Mais
on a l'énergie, on sait peut-être pas jouer, mais on va apprendre, et on n'en a rien à faire des grosses compagnies de disques, des gros managers, de ce que les médias vendent comme pop. On ne reconnaît absolument aucune autorité. Donc si vous voulez, c'était un mouvement de dissidence. C'était un mouvement de rejet totalement de ces nouveaux empereurs pop, et de tout recommencer à la base. Donc c'était un mouvement iconoclaste, au sens d'un mot qu'on entend autoritaire, c'était un iconoclaste au sens, si vous voulez, étymologique, c'est la destruction des icônes. Et donc, si et la création de nouveaux papes. Ils ont envoyé des encriers et des trucs de sauce tomate sur... des crachats. Des crachats, voilà. Je me souviens d'une chanson de Clash qui n'est pas la plus connue, qui s'appelait 1977, 1977. In 1977, no Elvis, Beatles or the Rolling Stones. Hein, ni Elvis, ni Beatles, ni les Rolling Stones. Genre, dégagez, dégagez, dégagez. Et moi, je me suis totalement identifié à ça, parce que j'étais très respectueux de ces mecs géniaux, les Zeppelin et tout ça. Puis, mais ça me paraissait une musique tellement élaborée, tellement complexe, tellement admirable, que je me disais, mais j'y arriverai jamais. Enfin, moi et mes copains, on n'y arrivera jamais. Enfin, et les punks vous autorisaient. Et donc... et puis il fallait qu'on se fasse une place au soleil, parce qu'il y avait toute cette génération où, voilà, auto qui se glorifiait elle-même, auto-glorifiée, qui avait fait mai 68, qui avait fait Woodstock, qui connaissait tout, qui savait tout, et ils nous emmerdaient, quoi, enfin, pour parler. Donc on avait envie juste de se faire une place au soleil en détruisant leurs idoles. C'était, vous savez, toute proportion gardée, même pas d'ailleurs, strictement. C'est exactement ce que la nouvelle vague, avec Truffaut et Godard, a fait. Ils ont dit que les films de René Clément, d'Henri Decoing, Autant Lara étaient nuls. Mais c'est pas vrai, ils n'étaient pas nuls. Il fallait dire qu'ils étaient nuls pour se faire une place au soleil, c'est différent. Et vous dites c'était politique, si vous voulez. Et vous dites que Marcel Duchamp est le précurseur absolu de l'esthétique punk. Oui, alors ça, c'est l'auteur de l'article qui écrit. En effet, il a raison, c'est Bruno Blum. Enfin, bon, il ne l'a pas inventé, c'est quelque chose que beaucoup de commentateurs de l'histoire du punk ont relevé. C'est qu'en effet, cette idée qui consiste à prendre les objets les plus, entre guillemets, méprisables, en tout cas les plus anodins, les plus ordinaires, et les séparer, si vous voulez, du public par une sorte de cordon imaginaire, et de dire, voilà, c'est de l'art, et je l'expose. Eh bien, bon, cette attitude a été celle d'une certaine esthétique punk, en particulier celle dans la mode, ça vous parlera, de Malcolm McLaren et du Vivienne Westwood, qui ont été les premiers à aller chercher dans les sex shops des accessoires sadomasochistes, ce qu'on appelait les bandage pants, qui étaient ces pantalons qui étaient reliés par des lanières, les cagoules en latex, et des trucs comme ça. Donc ça, les habits, voilà les sous-vêtements portés par-dessus, etc. Bon, tout ça, si vous voulez, c'était revendiquer la laideur de supermarché, et il y avait quelque chose de politique là-dedans, en tout cas, si vous voulez, qui avait une signification morale collective. C'était de dire, bon, parce que c'était l'Angleterre déjà du début de la désindustrialisation, hein, le gouvernement travailliste de Jim Callaghan était en passe de disparaître, Thatcher allait arriver en 79, eh bien, donc, la jeunesse, à l'époque, avait l'impression de ne compter pour rien. C'est-à-dire que vous n'avez pas de boulot, donc vous ne valez rien. Ah bon, on ne vaut rien, et bien, cette image de ne rien valoir, nous allons la revendiquer. Et ça a commencé comme ça, par le punk, c'est-à-dire que c'était une manière de renvoyer à la société une sorte de miroir déformant et provocateur pour dire, voilà ce que vous avez fait de nous. Nous sommes des monstres, d'accord? Mais ces monstres, c'est vous qui les avez créés. Et par la suite, il y a eu tous ces micro-mouvements, ce qu'on appelle les néo-romantiques, les pirates, le retour du rockabilly, etc., et qui étaient un peu, si vous voulez, comme les incroyables et les merveilleuses de la Convention thermidorienne. C'est-à-dire que d'aller récupérer des chapeaux de pirates, des boas, des vêtements, vous savez, vous rappelez, non, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, mais Adam Ant, il avait cette, je ne sais pas comment on appelle ça, vous savez, ces vestes très courtes avec des boutons comme ça, celles que Michael Jackson avait. Oui, comment on appelle ça? Des vestes d'officier.
Oui, voilà, des officiers. Voilà, c'est Adam Hans qui a inspiré ça à Michael Jackson. Alors, on a parlé des États-Unis, de la Grande-Bretagne et la France, monsieur. Alors, vous qui habitez notre pays merveilleux, donc effectivement, Johnny était considéré comme un ringard. Alors ça, c'est la grande question. Alors là, vous mettez 3 à 4 personnes autour de cette table pour parler du rock en France, ils s'entretuent tout de suite. Personne n'est d'accord, et les réactions... Je dois dire que le livre est plutôt, je dirais, perçu avec beaucoup de satisfaction par les amateurs. Ils sont tous là. Mais les critiques les plus virulentes sont celles qui portent sur la présence du rock français. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent « mais enfin c'est scandaleux, pourquoi vous mettez Jean-Jacques Goldman, pourquoi vous mettez Balavoine, pourquoi vous mettez... Eddie Mitchell, c'est pas du rock, non, etc. » Bon, c'est un débat qui remonte il y a plus de 40 ans, qui existait, moi quand j'étais enfant, je m'en souviens vaguement, c'était les yéyés et les rockers. Alors, les yéyés, c'était Claude François, Claude c'était Sheila, c'était Sylvie Vartan, c'est-à-dire que c'était... Laisse les gondoles à Venise. Non, ça c'est un peu après. C'était une période où j'étais très conscient de ce qui se passait, alors ça m'a pourri ma 4e, les gondoles à Venise, merci. Sheila et Ringo, quelle horreur. Bon, et donc... la réhabilitation de Claude François, d'ailleurs, me plonge dans un abîme de perplexité. Enfin, bon, ça, c'est autre chose. Il y avait les yéyés qui chantaient en français. C'était, comme on disait à l'époque, oui, pour les minets, les minettes. C'est-à-dire que c'était presque de la condescendance sociale de la part de certains, si vous voulez. Parce que pour être vraiment un amateur de rock, il fallait acheter en version originale. C'est un peu, si vous voulez, comme la version française, version doublée, version originale. C'est ça. Voilà. D'autant qu'à l'époque, les chanteurs français adaptaient les succès américains. Aujourd'hui, c'est toujours impensable. Il faut quand même se replonger, si vous voulez, dans la réalité économique et commerciale de la fin des années 60, début des années 70, pour, si vous voulez, avoir accès aux disques en version originale. C'était pas si facile. Il y avait peu de choses qui étaient publiées en France. Vous vouliez acheter autre chose que les Beatles, les Stones, Dylan, et encore Dylan, on ne le trouvait pas facilement, ou John Lennon, ou Pink Floyd, tout ce que vous voudrez. C'était impossible. Vous deviez écouter la radio, etc. Vous en entendiez parler, vous ne saviez pas trop ce que c'était. Il fallait attendre qu'un copain aille à Paris, ou à Lyon, ou à Marseille, enfin, je ne sais pas. Vous voyez, il y avait un côté réseau un peu underground autour de tout ça. Et donc, c'était très valorisant pour celui qui écoutait le rock en version originale parce qu'il était, comme on commençait à dire, branché, etc. Bon. Donc il y avait ce schisme, on considérait qu'il y avait d'un côté ceux qui étaient vendus au showbiz français, qui chantaient en français, et de l'autre ceux qui étaient les purs et durs, qui estimaient que être français et être rock c'était incompatible. Je caricature, alors il y avait toujours des exceptions, alors on acceptait que Gérard Manset fasse des disques, ça allait, il y en avait toujours 2 ou 3 autres, un peu maudits, un peu comme ça, un peu ténébreux, donc ça allait. Mais ceux qui passaient à la radio, ça plaisait pas trop, quoi. Et voilà. Mais c'est curieux, parce qu'en réalité, moi je me rappelle que, bon, moi j'étais snob comme tous les gamins qui écoutaient du rock à l'époque, mais je me souviens que par exemple, Léo Ferré, je le respectais infiniment, par exemple. Pour moi, il était beaucoup plus, si vous voulez, rock, entre guillemets, enfin, Brigitte Fontaine, par exemple, c'était beaucoup plus proche de l'esprit que je cherchais que Johnny. Alors que Johnny, bon... évidemment, de manière conformiste, je crachais sur Johnny comme tout le monde, etc. Mais en écoutant ces trucs, c'était vraiment bien chanté, bien joué, c'était de la variété peut-être, mais elle était très bien faite, et vraiment, il y a des disques de lui qui sont excellents, quoi. Donc, et pareil pour des choses d'aujourd'hui. Pourquoi il y a Francis Cabrel? Alors, les gens me disent pourquoi il y a Francis Cabrel, rien. Mais c'est pas vrai, il a fait une sorte de country rock à la française, ces trucs ressemblent aux Eagles, etc. Donc bon, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Moi, je faut bien en parler. Voilà. On a commencé effectivement à parler de marginaux, de paria, etc. Qui sont les marginaux d'aujourd'hui? Dans le rock français? Oui. Alors, il y a la quantité, voilà, vraiment, il y a des quantités de noms. Alors, élargissons. Oui. Non, mais ce que je veux dire, ça, là, vous posez une question tellement vague, il y a différents... Oui, mais le temps passe, Mishka. Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je réponde en 3 minutes? Il y a plein de micro-courants, de toute façon, en France comme ailleurs. C'est-à-dire que ce qui caractérise le rock aujourd'hui, c'est qu'il est très consensuel, il est très accepté, il fait partie de la vie de tout le monde, y compris de ceux qui n'en veulent pas. L'exemple le plus récent étant le disque de U2 que les gens ont reçu sur iTunes, beaucoup n'en voulaient pas, ils l'ont foutu à la poubelle directement. Bon,
donc si vous voulez, bon voilà, il y a ça, et puis alors justement, peut-être par réaction à ça, il y a des gens qui disent « Ah, moi je ne m'intéresse que au courant psychédélique de la côte ouest entre 1966 et 1968, parce que c'est une époque géniale et je n'écoute que ça. » Un autre va dire « Je ne m'intéresse que au mélange de métal et de post-rock tel qu'on le pratique à Boston, et d'ailleurs il y a des groupes scandinaves géniaux, tu dois les écouter. » Vous voyez, c'est des trucs, il y a une infinité de chapelles. Alors, je ne peux pas vous citer une chapelle, en privilégier une par rapport à une autre, parce que les noms dansent dans ma tête, et vous savez, il y a 13 millions de signes là-dedans, moi je ne sais plus ce qu'il y a, il y a un moment, voilà, je suis un peu vidé, mais si vous le feuilletez, vous serez bien sûr, rassasié. Voilà, rassasié. Voilà. Donc, alors vous êtes aussi vidé, parce que vous parlez sans interruption depuis 1 heure. C'est vrai. Enfin, on va effectivement demander à la salle si elle a des questions, parce que j'imagine qu'elles vont être nombreuses. Non pas qu'on veuille vous faire taire. Monsieur. Oui. Vous ne pouvez pas citer le nom du coup, mais comme vous en avez dit que vous n'en trouvez pas, etc. Oui. Est-ce que vous pouvez en citer quand même un? Ah. Parce que oui. Moi, vous allez le faire. Je suis fan de rock depuis une dizaine d'années environ, et j'écoute que des choses qui sont vieilles. Voilà. Motorhead, Nirvana, etc. C'est vrai, oui. Ce genre de trucs. Oui. Et du coup, j'ai l'impression que depuis 2001... Pour moi, c'est récent. Depuis... oui, c'est vrai. C'est vrai, pour vous, c'est récent. Oui. Mais comment dire, depuis 2001, cette vague Strokes, Libertine, oui. Stripes, tout ça, il y a l'impression que le rock végète. Et donc, du coup, moi, je suis curieux de savoir s'il y a quelque chose en underground qui est intéressant. Alors, qui sont les Sex Pistols d'aujourd'hui? Alors, je pense que ce que vous décrivez là était un phénomène assez curieux, parce que c'était c'était revenu quoi, en 2000, 2001, 2002, en gros. C'était comme un revival, quoi. C'était un retour de quelque chose qu'on croyait fini. Et c'est revenu surtout, enfin moi je l'ai surtout perçu comme quelque chose qui était parfaitement en symbiose avec la mode. Ce que le rock n'avait pas été. C'est-à-dire qu'il a pu rencontrer la mode, un peu par hasard, mais c'était pas, je dirais, un rapport consubstantiel à la mode. Alors que là, ce qui était très frappant, c'est que vous aviez les White Stripes, Libertines, des Strokes, et tout de suite, vous aviez comment, dans les magazines féminins, hein, comment vous habillez comme les Libertines, comment vous habillez comme les Strokes, comment, où trouvez votre look, et tout ça. Donc il y avait un côté qui était déjà très marketé, voilà. Et c'était... Ah, c'est... et non. Et donc, alors, il y a ça voilà. Et donc, ce ne sont pas des groupes qui ont renouvelé le langage musical. Je prends par l'exemple des White Stripes que vous avez cité. C'est un groupe qui est revenu aux sources du blues, mais sous une forme très minimale, n'est-ce pas, hein, c'est vraiment du blues. Alors, je pense que le rock, dans sa capacité, si vous voulez, d'inventer un langage musical inouï, au sens étymologique qu'on n'avait pas entendu avant, n'existe plus. Ça, je crois que ça n'existe plus. Existe en revanche une musique qui prend au rock, prend à l'électronique, prend au R&B, prend à la world, prend au folk, prend, etc., qui recombine tout ça différemment et qui crée effectivement des formes nouvelles. Mais je pense que le monopole, pour ainsi dire, qui était celui du rock, d'inventer des choses qu'on n'avait pas entendues auparavant, et vraiment d'amener par exemple des groupes, alors qu'on les aime ou qu'on les aime pas, comme Radiohead par exemple, je vois mal aujourd'hui ça arriver. Alors moi je vais vous citer un groupe que j'admire beaucoup, qui est un groupe, je crois, qui vient de la ville de Leeds, dans l'Angleterre, qui est These New Puritans, qui est un groupe, bon, peut-être que je l'aime parce que ça me rappelle certaines expériences musicales que j'appréciais quand j'étais très jeune, qui était un mélange de musique classique contemporaine et de rock, avec, je ne sais pas si vous verrez, si je vous parle de Robert Wyatt, vous verrez sans doute qui c'est, ça m'a fait penser un peu à la démarche de Wyatt, mais adaptée. Mais enfin bon, j'ai un peu le discours des vieux qui consiste à dire « Ah, c'est bien parce que ça fait penser à un truc, etc. » Mais voilà, mais c'est malheureux, mais c'est comme ça, on ne peut pas se changer. Cela dit, quand je parle avec mon fils, je m'aperçois... Avec qui il forme un groupe? Oui, non, on joue un peu de musique, c'est un peu en sommeil, mais voilà, j'ai... Oui, voilà, mais... Et alors... D'ailleurs, quel est le nom du groupe?
Je l'ai appelé Grateful Dad DAD parce que j'étais reconnaissant envers mon fils de m'aider à faire de la musique parce que j'étais nul et lui était bon, voilà. Et donc lui est batteur et il fait de l'électro, il en fait d'ailleurs très bien. Et je me rends compte que pour lui, si vous voulez, il y a une perception, pour parler de manière un peu pédante, anhistorique du rock. C'est-à-dire que c'est un peu la génération, d'ailleurs tout le monde aujourd'hui est comme ça, c'est-à-dire qu'on va sur les sites de streaming et puis on écoute un truc de 67-68, après un truc d'aujourd'hui, après un truc d'il y a 20 ans, et on ne sait plus trop ce qui est fait aujourd'hui, ce qui est fait il y a 40 ans, d'autant que des publicités utilisent des chansons d'il y a 40 ans, etc. Donc il y a des reprises, enfin on sait plus dans quel temps on vit. Donc je pense que l'expérience du rock telle que je vous l'ai décrite est une expérience qui est liée à la conscience d'une certaine histoire. Et là, et la conscience de participer à cette histoire, ce qui était une conscience encore politique. Et je pense qu'on est entré dans un autre temps, un temps qui m'est très difficile de décrire, par rapport auquel je n'ai aucun recul, qui est peut-être celui de la succession d'instants qui peuvent renvoyer aussi bien au passé immédiat qu'au passé ancien, etc. Et tout ça ne laisse peu de traces, ne serait-ce que par la dématérialisation de la musique. Mais est-ce qu'on peut dire un temps plus sage, Mishka? Je crois pas que ce soit sage. Non, alors c'est tout sauf sage. Non, non, je trouve que c'est un temps qui n'est pas sage du tout. Non. Vous savez, il y a un terme qu'on n'a pas employé qui caractérisait un type de musique qui était très en vogue chez les jeunes de mon âge dans les années 70, c'était la musique progressive. Alors ça veut rien dire en français, mais on l'a employé quand même, le franglais ça fait toujours bien, mais en fait ça voulait dire futuriste, prospective, progressiste. Et donc c'était une musique dont le but, si vous voulez, philosophique, était d'anticiper ce que serait le monde qui nous attendait et que nous voulions, dont nous voulions presque, faut se dire, accélérer la venue. Et il y avait une forme d'effroi parfois par rapport à ce monde, c'est vrai, mais il y avait aussi une forme d'émerveillement. Hein, la conquête de l'espace, etc., Pink Floyd, même Jean-Michel Jarre, j'ai cité tout à l'heure, tout ça, c'est une sorte d'émerveillement. Bon. Et l'avenir faisait partie du temps. Vous voyez ? Aujourd'hui, quand on parle de l'avenir, c'est pour dire qu'il va y avoir des désastres. Donc avec la fin du monde, la planète va être détruite, on va polluer de plus en plus, nos enfants auront une vie catastrophique, on a mangé notre pain blanc, enfin c'est que ça qu'on m'attend du matin au soir. Donc, bon, je trouve pas ça sage, je trouve ça effrayant même, enfin je trouve ça horrible pour tout vous dire. Oui, la première phase c'était on change le monde et après... Alors il y avait des naïvetés. Voilà. Il y avait des naïvetés, il y avait une façon évidemment de refuser la réalité. D'ailleurs, les punks sont arrivés en partie pour dire écoutez, les gars, réveillez-vous, regardez ce qui se passe. Bon, ça c'est vrai. Mais en même temps, je dirais, trop de réalité tue la réalité. Quoi. Je veux dire, à force d'être tout le temps lucide sur tout, de tout savoir, d'avoir tout le temps avoir des courbes, des chiffres, des statistiques, des études, mais c'est un cauchemar. Il y a un moment, on ne fait plus rien. Alors, vous dites qu'il y a moins de risques aujourd'hui. Mais oui, parce que dès qu'on veut faire quelque chose, il y a quelqu'un qui vous dit mais non c'est dangereux, etc. C'est pas possible, t'es fou, ça va jamais marcher, ou je sais pas quoi. Au moins, autrefois les types faisaient des trucs, ils savaient pas jouer, et effectivement il y avait toujours leur voisin qui ricanait en disant il est nul, il sait même pas chanter, il sait pas jouer, et le type disait bah, je t'emmerde, je le fais quand même, voilà, et ça devenait YouTube. Bon, donc c'est voilà, c'est comme ça que ça marchait. D'autres questions? Oui. Monsieur? Quelle analyse faites-vous de l'univers photographique d'Eddie Slimane? Je vous remercie de me poser cette question parce que je vais répondre sans hypocrisie. J'ai été épaté par ce que j'ai vu. Pour tout vous dire, je n'avais pas une perception très profonde. Enfin, je connaissais le nom d'Eddie Slimane, je savais ce qu'il avait fait dans la mode, j'avais vu quelques photos de lui, mais son rapport avec le rock, je ne connaissais pas l'essence. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est la justesse de ces images et cette intemporalité à laquelle elle renvoie. Je m'explique. Quand on voit certains visages qui ont été photographiés par Slimane,
on a l'impression, certaines photos ont été prises dans les dernières années, on a l'impression de voir des visages qui sortent des années 50, certains du milieu des années 60. Certains décors des États-Unis, on a l'impression que ce sont exactement les mêmes qu'il y a 50 ans. Et il y a une façon, si vous voulez, très élégante et très juste de renvoyer dans ces compositions photographiques à une histoire, à un classicisme de l'histoire du rock. Et alors je souriais souvent intérieurement parce que je me disais c'est extraordinaire, cette photo d'un garçon qu'on voit avec une sorte de rictus en train d'être poussé par la foule et d'être sur le point de monter sur scène, il ressemble à Jerry Lee Lewis tout jeune. C'est frappant, alors que la photo a été prise, je sais pas, en 2006, mettons. Et il y a une connaissance, une compréhension vous savez, des lieux du rock, même, je dirais, de l'odeur de ces salles. Il y a une photo qui me frappe beaucoup, qui est celle d'un club miteux, vide. C'est-à-dire qu'on voit, elle est prise vraiment de la salle, la scène est à peine surélevée, puis on voit le sol usé, on voit les trucs rafistolés avec des bouts de scotch noirs, on voit les fils qui pendouillent, on voit les graffitis, on sent l'accumulation de crasse quoi, depuis 50 ans. Et j'ai vu cette photo et j'ai presque senti cette odeur de tabac froid que je sentais quand j'allais interviewer les groupes il y a 35 ans, vous voyez. Vous répondez la presse. Oui, moi j'y demandais. La presse à plein saut, voilà, et ces types qu'on s'asseyait sur ces banquettes qui allaient absorber la fumée, enfin, qui étaient défoncées, et il y a cette espèce de patine comme ça du temps. Et je reparlais de Detroit, ça m'a frappé parce que j'ai vu un concert à Detroit il y a 1 an, mais rien n'a changé depuis Iggy Pop. Sauf que ça se passe devant 25 personnes et c'est les mêmes. C'est tous les mêmes paumés, les mêmes losers, les mêmes types qui n'ont rien de mieux à faire le soir, qui n'ont pas de copines, qui n'ont pas de copains, mais qui sont toujours là. Et ils font ça, ils font du blues, ils y croient, etc. Et je veux dire, et c'est comme ça que les White Stripes sont nés. C'est pas des types qui sont réunis autour d'une table dans un truc de communication pour dire on va y réfléchir, on va faire. Non, c'est des gars qui sont là, quoi. Enfin, c'est ça le rock. Et ça, Slimane le montre. Il le montre génialement, je trouve. On va prendre encore une question. Ou bien, oui. Moi, je voulais savoir, parce que vous avez évoqué les micro-mouvements, le ressort etc. Oui. Et je voulais savoir ce que vous pensez de tous ces grands groupes, les Zeppelin, même les Beach Boys qui refont des concerts, etc. Pour savoir si justement c'était pas parce que on arrive à un point où justement il n'y a plus forcément d'apparition de micro-mouvements, et justement ces grands groupes essaient de. Oui, ben la réponse est en partie dans la question. Je crois qu'il y a eu une sorte de désenchantement dans le public du rock, qu'il soit d'ailleurs âgé ou jeune. Et l'âge classique du rock est perçu comme tel par les jeunes comme par les vieux. Et en effet, vous parlez de Led Zeppelin. Led Zeppelin est un groupe qui a cessé d'exister il y a maintenant, si je ne m'abuse, j'étais bon calcul mental, 33 ans. Jimmy Page et Robert Plant ont fait un disque il y a une quinzaine d'années, bon, c'était éphémère, mais le nom de Led Zeppelin, si vous voulez, c'est comme une marque, c'est quelque chose qui n'a cessé, si vous voulez, d'acquérir du prestige avec les années. Et on se rend compte que cette période d'il y a 35, 40 ans, 45 ans, était comme bénie des dieux. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose que l'histoire s'est révélée incapable de reproduire. Et si vous voulez, on voit aujourd'hui par exemple des groupes qui se réunissent alors qu'ils n'existaient plus pour rejouer à l'identique des albums enregistrés il y a 30 ans, comme les Pixies par exemple il y a 25 ans. C'est des soirées par exemple qui sont organisées au Royal Festival Hall à Londres, là en face de Waterloo, et vous avez ce soir les Pixies jouent Doolittle, l'album de 89 dans l'ordre. Et ben c'est ça, et vous avez également le phénomène des tribute bands, c'est-à-dire les groupes
qui reprennent en hommage le répertoire de Genesis, de Pink Floyd, etc. Donc finalement, ça va devenir comme le répertoire classique du théâtre. C'est-à-dire que moi je pense qu'on va chanter et jouer les Beatles dans 150 ans comme Shakespeare. Enfin, c'est pour moi une évidence. C'est la musique classique d'aujourd'hui. Et le miracle auquel on assiste maintenant, c'est que ces types qui ont maintenant 70 ans, 75 ans, sont encore vivants et peuvent encore le faire. Et on a la chance d'être leurs contemporains. Mais bientôt, ça ne sera plus le cas. Moi, j'ai vu Paul McCartney il y a 2 ans. C'était inouï. Il a chanté pendant 3h30 sans s'arrêter. Il était parfaitement en voix. Et c'était un émerveillement. C'est-à-dire que le temps était aboli. Moi, j'étais avec mes enfants. Il y avait quelque chose d'éblouissant. Même les Stones, que j'ai vu il y a 4 mois, c'était un concert extraordinaire. Je veux dire, il y a un moment, si vous voulez, vous fermez les yeux, vous voyez Jagger de façon de très loin, il vaut mieux, et vous oubliez l'âge. Vous oubliez que c'était 69, 70, 71, parce que cette musique a une vitalité. C'est comme vous écoutez le monologue de Hamlet. C'est maintenant que ça se passe, c'est quand vous êtes là que ça se passe. Vous n'êtes pas en train de dire « Ah oui, c'est l'Europe d'il y a 40 ans, mais alors je l'écoute aujourd'hui en 2014, est-ce bien normal ?» Non, enfin, vous êtes là, vous êtes content, tant que c'est là, tant que ça sonne juste, etc. Après, il ne faut pas que ça devienne en effet de l'opérette et que ça soit des trucs un peu, comment dire, un peu naïfs, un peu laborieux, de coups de chapeau, etc. Dommage. Enfin voilà ce que la France fait parfois de un peu maladroit, mais bon, il y a une manière, je dirais, d'incarner et de faire vivre ça qui peut être très authentique, oui. Et vous l'avez tellement bien incarné ce soir, avant de faire un triomphe à Michel Assayas, je vous dis juste que la prochaine rencontre aura lieu le jeudi 13 novembre avec Thomas Sautinel qui va nous parler des rockers à l'écran, comment ils actaient naturally. Donc c'est toujours à la Fondation à 19h, le 13 novembre. Et franchement, vraiment, je vous demande de faire un triomphe à Michel Assayas.